Les trous noirs sont comme des omnivores. Ils mangent tout ce qui se trouve sur leur chemin si cela s'approche suffisamment, y compris les planètes, les étoiles, les nuages de gaz ou certains voyageurs intergalactiques très malchanceux. Non qu'ils aient particulièrement faim et s'en prennent aux objets spatiaux. Ils avalent simplement tout ce qui passe à proximité. Ils étirent les corps spatiaux géants jusqu'à ce qu'ils soient fins comme des spaghettis et les déchirent atome par atome. Un trou noir est une énorme quantité de matière qui se trouve dans un tout petit paquet. C'est comme si tu comprimais une étoile 10 fois plus grande et plus massive que le Soleil dans une petite zone ayant le diamètre de la ville de New York. Tu obtiens un puits extrêmement massif, compact et dense, avec une gravité si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Pas même un autre trou noir. Ils n'ont pas de point fixe dans l'espace. Les étoiles, planètes, astéroïdes, comètes, trous noirs et tout ce qui se trouve dans l'univers est en mouvement constant. C'est pourquoi les choses deviennent si chaotiques de temps en temps. Au cœur d'une galaxie, des chercheurs ont découvert un trou noir géant en train d'être mangé par un trou noir encore plus grand. Un trou noir peut devenir extrêmement gros. Au centre de la plupart des galaxies géantes se trouvent des trous noirs qui peuvent atteindre des millions ou des milliards de fois la masse de notre Soleil. L'une des façons de devenir aussi gros est d'avaler d'autres trous noirs de son espèce. Un trou noir qui fusionne avec un autre trou noir est l'une des choses les plus énergiques et les plus puissantes de l'univers. Il y a 1,3 milliard d'années, deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre. Le plus grand tire le plus petit vers l'intérieur, et maintenant ils sont emprisonnés ensemble dans une spirale. Avec le temps, cette orbite commence à se désintégrer, mais très très lentement. Ces deux trous noirs se rapprochent constamment l'un de l'autre. À mesure qu'ils se rapprochent, les disques de poussière et de gaz en orbite qui les entourent se mélangent et créent un tourbillon intense, qui s'étend et monte assez haut au-dessus du centre de ce disque. À un moment donné, ils finissent par fusionner en un seul très grand trou noir supermassif. Pendant qu'ils fusionnent, ils émettent des ondes gravitationnelles. Ces ondes nous en disent beaucoup sur les trous noirs, mais elles ne peuvent pas révéler leur position précise. Les scientifiques ont donc besoin d'un signal électromagnétique qui permette de trouver l'emplacement du trou noir, comme des ondes radio, des rayons X ou un flash de lumière. Nous ne pouvons pas voir les trous noirs, mais nous pouvons détecter leur effet sur les objets spatiaux qui les entourent. Lorsqu'un trou noir traverse un nuage de matière, sa forte gravité attire la matière vers l'intérieur. Si une étoile ou une planète s'approche suffisamment, la même chose se produira. La matière attirée s'accélère alors, ce qui signifie qu'elle commence à se déplacer très rapidement et elle se réchauffe. Le trou noir commence alors à émettre des rayons X qui se diffusent dans la zone qui l'entoure. L'énergie des rayons X affecte le voisinage et peut, par exemple, stimuler la croissance de nouvelles étoiles. Et enfin, boum, ils entrent en collision. C'est une explosion massive d'énergie, l'un des plus grands bangs depuis le Big Bang. En moins d'une seconde, cette collision a émis plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers visible réunies au même moment. Les trous noirs peuvent donc devenir énormes, mais pas toujours. Les trous noirs de masse stellaire ont une masse similaire à celle du Soleil et ils peuvent être très petits. Celui que les scientifiques ont découvert en 2019 est situé à 10 000 années-lumière de nous et ne fait que 19 km de diamètre. Ils ont une réputation de destructeurs, mais ils ne sont qu'une autre source de force gravitationnelle, comme les étoiles. Cela signifie qu'il est possible pour un corps spatial d'être en orbite autour d'eux, s'il se déplace assez vite bien sûr. Mettons qu'il existe un trou noir ayant la même masse que le Soleil. La vitesse à laquelle un corps spatial devrait se déplacer est la même que celle nécessaire pour tourner autour de notre Soleil, si la distance est la même. Ça, c'est la théorie. En pratique, les planètes n'orbitent pas vraiment autour des trous noirs, car ceux qui ont une masse similaire à celle de notre étoile-mère sont pour la plupart les restes d'étoiles géantes qui n'avaient plus de combustible nucléaire et ont fini par exploser. C'est ainsi que les trous noirs sont créés en premier lieu, et il y a de fortes chances qu'aucune des planètes voisines n'y survive. Mais il y a 30 ans, les scientifiques ont découvert les premières planètes au-delà de notre système solaire. Ces planètes ont été trouvées en orbite autour d'un pulsar, qui est aussi une sorte de vestige de supernova. Nous ne savons pas comment elles ont survécu à l'explosion de leur étoile-mère. Il est possible qu'elles aient été créées après l'explosion à partir des débris qui se sont formés. Les scientifiques ont même une théorie selon laquelle les trous noirs sont peut-être des trous de verre.
soit des sortes de tunnels vers d'autres galaxies. Cela signifie qu'ils ne détruiraient pas les objets qu'ils avalent, mais les enverraient quelque part. La théorie affirme que l'objet qui entre et sort de l'autre côté quitte le tunnel par quelque chose d'opposé au trou noir, un trou blanc. Il pourrait ressembler à son alter ego, donc être en rotation et de masse similaire. Il pourrait y avoir un anneau de gaz et de poussière autour de l'horizon des événements, qui est le point de non-retour, la partie d'un trou noir d'où rien ne s'échappe. Contrairement à un trou noir, un trou blanc laisse partir la lumière et toute la matière, mais rien de tout cela ne peut entrer à nouveau dans le portail. Il y a environ 50 ans, Stephen Hawking a réalisé que les trous noirs laissaient échapper de l'énergie. Les scientifiques ont alors développé la théorie selon laquelle un trou blanc pouvait naître d'un trou noir. Ils ne savent toujours pas comment le trou noir disparaît, mais dans ce scénario, il deviendrait si petit qu'il ne pourrait plus avoir cette gravité si forte qui lui fait avaler d'autres objets. Il pourrait alors se transformer en un trou blanc. Un tel trou aurait une masse très faible, proche de celle d'un cheveu humain. Il ne serait pas aussi spectaculaire que son ancêtre le trou noir, mais il cacherait encore des mystères en son sein, les informations de tous les objets spatiaux qu'il a avalés auparavant. Il finirait par recracher ces informations et deviendrait si gros qu'il dominerait l'univers. Le comportement des trous blancs, à l'opposé des trous noirs et de toute cette aspiration de la matière vers l'intérieur, pourrait être comparé à l'explosion du Big Bang, où l'univers est en expansion et où de nouveaux objets se forment. Mais même si cela se produit, ce ne sera peut-être possible que dans des milliards d'années. Et il y a un problème. Même si de grands trous blancs se formaient quelque part dans l'espace, ils ne dureraient probablement pas très longtemps. Les objets sortants entreraient en collision avec la matière en orbite, et tout le système s'effondrerait et se transformerait à nouveau en trou noir, puisqu'il se forme aussi après des explosions de supernovas. Les étoiles, astéroïdes, comètes, galaxies et planètes, tous ces objets spatiaux que nous pouvons voir, ne représentent que 5% de l'univers. Environ 25% pourraient être de la matière noire, une substance mystérieuse que nous ne pouvons pas vraiment voir, mais dont nous supposons l'existence parce que tout dans l'univers se déplace selon son rythme gravitationnel. Cette matière noire est un peu comme une toile d'araignée. Elle maintient ensemble toutes ces galaxies qui se déplacent très vite. Sa jumelle maléfique s'appelle l'antimatière. Les particules d'antimatière sont comme la version opposée de la matière. La même masse, mais une charge électrique opposée. Lorsqu'elles entrent en collision, l'antimatière efface la matière ordinaire et le résultat est de l'énergie pure. La matière noire fait probablement en sorte que l'univers s'étende encore plus vite qu'avant. Selon l'une des dernières théories, elle pourrait être responsable de l'énorme impact d'astéroïdes qui a fait disparaître les dinosaures. L'univers n'a pas de centre, mais les galaxies en ont un. La Terre fait un cercle autour du centre de la Voie lactée une fois tous les 250 millions d'années. Cette orbite n'est pas simple, mais nous pouvons la prévoir approximativement. Une fois tous les 60 millions d'années, nous traversons la région encombrée de notre galaxie, connue sous le nom de disque galactique. En même temps, nous pouvons suivre certaines extinctions de masse brutale dans l'histoire de notre planète, notamment l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures il y a environ 66 millions d'années. Le professeur Rampino de l'Université de New York suggère que la matière noire possède une gravité qui pourrait projeter des corps spatiaux proches sur la trajectoire de la Terre chaque fois que nous entrons dans le disque galactique. Cela signifie que certains astéroïdes et comètes, qui sont a priori éloignés de nous, sont projetés vers notre planète. Le plus grand objet de l'univers, du moins à notre connaissance, est la Grande Muraille Hercule Corona Borealis. C'est un amas de galaxies de 10 milliards d'années-lumière de diamètre, liées entre elles par la force gravitationnelle. La plus grande galaxie elliptique s'appelle IC1101 et a un diamètre de 4 millions d'années-lumière. La plus petite galaxie que nous ayons découverte jusqu'à présent, SEG2, a un diamètre d'un peu plus de 200 années-lumière. Elle est assez terne et ne compte que 1000 étoiles. À titre de comparaison, notre galaxie compte 100 milliards d'étoiles. Sais-tu pourquoi l'océan est salé ? On n'en connaissait pas la raison jusqu'en 1979. La planète entière est recouverte par les océans et on n'avait aucune idée de l'origine de tout ce sel. On a d'abord pensé que les rivières en étaient la cause, car elles peuvent transporter des dépôts et des produits chimiques vers les étendues d'eau plus calmes. Ce n'est qu'à la fin des années 1970, lorsque les scientifiques sont tombés sur ce qu'on appelle les fumeurs noirs, qu'ils ont compris qu'ils étaient la cause de l'eau salée. Il s'agit de cheminées hydrothermales situées le long de la dorsale médio-océanique,
qui ont été créés par des sédiments de sulfure de fer provenant des profondeurs du noyau terrestre. Les dinosaures ont disparu il y a longtemps. Mais la façon dont cela s'est produit a fait l'objet d'un débat houleux au sein de la communauté scientifique pendant très longtemps. Jusqu'en 1991 précisément, l'année où le cratère Chicxulub a été découvert. C'est un grand trou situé sous la péninsule du Yucatan au Mexique. Beaucoup affirment qu'il s'est formé lorsqu'un astéroïde géant s'est écrasé sur la Terre. Le matériau le plus ancien jamais trouvé sur notre planète s'avère être plus ancien que tout notre système solaire. La météorite Murchison a atterri en Australie en septembre 1969. Mais nous n'avons fait cette découverte stupéfiante qu'après qu'une nouvelle analyse de ces débris ait été faite en 2020 seulement. Sais-tu qu'il existe un gratte-ciel en corail caché sous l'océan et que nous n'avions aucune idée de son existence jusqu'à très récemment? En 2020, une équipe de scientifiques australiens est tombée dessus en cartographiant le nord de la Grande Barrière de Corail. Il mesure 500 mètres de haut, soit davantage que l'Empire State Building. Mais il n'y a pas d'ascenseur. Sais-tu comment les montagnes sont apparues? On ne l'a pas su avant 1966, et cela concerne aussi les tremblements de terre et les volcans. On a donc envoyé des hommes dans l'espace avant même de comprendre comment et pourquoi la Terre sous nos pieds se met à trembler de temps en temps. Ce n'est qu'en 1966 qu'un scientifique nommé John Tuzo Wilson a publié un article dans la revue Nature, dans lequel il a expliqué que les continents et les océans se déplaçaient constamment. Il a également écrit sur l'activité tectonique, c'est-à-dire des phénomènes comme les tremblements de terre et la façon dont les montagnes s'élèvent à la surface de la Terre. Jusqu'en 2021, on n'avait pas encore cartographié une séquence complète du génome humain. Le concept de l'ADN a été présenté pour la première fois par un scientifique suisse en 1869. Mais les spécialistes ont continué d'ignorer la structure physique de l'ADN jusqu'à ce que Rosalind Franklin et Raymond Gosling l'aient photographié et aient découvert qu'il ressemblait à une double spirale. Tu t'es déjà demandé quel était le plus grand organisme vivant au monde ? Pendant longtemps, les scientifiques se sont aussi posé la question, mais ils ne sont tombés dessus qu'en l'an 2000. Il s'agit d'un champignon qui vit à 1 mètre sous terre, mais qui, selon les estimations, s'étend sur 9 km². Situé dans la Malheur National Forest, au sein des Blue Mountains de l'est de l'Oregon, il est surnommé l'armillaire couleur de miel. Jusqu'en 2002, on ne savait pas ce qui se trouvait au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. On savait que la Terre tournait autour de quelque chose, mais il nous a fallu attendre le 21e siècle pour comprendre qu'il s'agissait d'un trou noir supermassif, d'une masse 4 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil, situé dans une région de la Voie lactée appelée Sagittarius A. Cette découverte a eu lieu après l'invention du détecteur infrarouge de fumée. Si tu as du mal à imaginer devoir parcourir de longues distances sans valise à roulettes, sache qu'elle n'a pas fait son apparition avant 1970. Ce qui signifie que les astronautes qui sont allés sur la Lune ont dû trimballer leurs bagages à la main dans leur vaisseau spatial. La demande de brevet américain pour la valise à roulettes a été accordée en 1972. Mais pour être tout à fait honnête, les premiers modèles n'étaient pas très fiables. Ils avaient des problèmes de vacillement et de basculement, car de grandes valises étaient montées sur des essieux très étroits. Si tu regardes des photos de stars de cinéma des années 1940, tu verras que leurs cheveux étaient bien coiffés et gominés. Sais-tu que, d'après des découvertes récentes, même les anciens Égyptiens utilisaient une telle substance pour mouler les cheveux? Toutefois, les stars des années 40 n'utilisaient pas notre version moderne du gel, car cette invention n'est apparue que dans les années 1960. Ce que les gens utilisaient pour se coiffer à l'époque s'appelait du Brylcreem, un produit à la consistance cireuse inventé en 1929. Le gel pour cheveux tel que nous le connaissons aujourd'hui est arrivé un peu plus tard et a été inventé par un homme nommé Luis Montoya. Il est rapidement devenu tendance car il n'était pas aussi gras que les produits précédents. À l'époque de la Rome antique, pour s'essuyer, les gens utilisaient des bâtons avec une éponge accrochée au bout. Des feuilles de papier individuellement parfumées, qui avaient la même fonction, semblent avoir existé en Chine dès l'an 589. Aux États-Unis, le papier médicamenteux pour le water closet a été commercialisé à la fin des années 1850. Mais la variante douce et confortable du papier toilette n'a été commercialisée que dans les années 1930. Avec le bonus additionnel d'être complètement sans écharde, ce qui est fort appréciable. Des recherches modernes ont révélé que les anneaux de Saturne ont moins de 100 millions d'années environ.
Cela peut sembler beaucoup, mais si tu considères que le système solaire s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années, cela change un peu la donne. Certaines espèces de requins sur Terre sont présentes dans nos eaux depuis 4 fois plus longtemps que les anneaux de Saturne. On a pu tirer cette conclusion étonnante à l'aide de données récentes concernant la masse des anneaux de Saturne et leur proportion de poussière de glace. Comme beaucoup d'entre nous ont de plus en plus recours au commerce en ligne de nos jours, il est difficile de considérer le supermarché traditionnel comme une invention révolutionnaire. Mais il n'existe pas depuis aussi longtemps que tu le penses. Sais-tu comment est apparu le premier supermarché ? En 1916, un commerçant du nom de Clarence Sanders avait besoin d'une solution pour rendre son travail moins pénible. Car, à l'époque, il devait choisir lui-même tous les produits dans les allées et les livrer aux clients. Il a donc pensé à un nouvel aménagement du magasin avec une entrée par tourniquet. Les gens devaient parcourir le magasin dans une seule direction. Il s'est également assuré qu'il passait devant tous les produits disponibles. Les clients pouvaient choisir eux-mêmes leurs articles et devaient rapporter leurs produits chez eux. Le propriétaire du magasin pouvait drastiquement baisser ses prix puisqu'il avait besoin de moins de personnel pour gérer son entreprise. Savais-tu qu'il existe encore un État américain où le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire ? Le port de la ceinture de sécurité a longtemps été optionnel, mais les gens étant ce qu'ils sont, il a fallu mettre en place une règle plus stricte. L'État de New York a été le premier à adopter une loi qui rendait obligatoire le port de la ceinture de sécurité au volant, mais c'était seulement le 1er décembre 1984. Dans le New Hampshire, cependant, il n'y a encore aucune loi sur le sujet. L'ouvre-boîte moderne, celui avec la roulette dentée qui tourne, a été introduit sur le marché en 1870. Ce n'est peut-être pas très remarquable, mais cela semble étrange quand on pense que les aliments en conserve étaient déjà disponibles depuis plusieurs décennies. Avant cette invention, il fallait littéralement découper le haut de la boîte, près du bord extérieur, avec un ciseau et un marteau. Tu avais donc ta séance de sport en même temps que ton repas. Sais-tu que l'heure normalisée n'est devenue applicable par la loi qu'en 1880 ? Le système actuel que nous utilisons aujourd'hui, GMT, pour Greenwich Mean Time, est devenu une pratique courante dans la plupart des pays encore plus tard, quelque part vers la fin des années 1920. Avant, on avait simplement l'habitude d'estimer l'heure qu'il était en regardant la position du soleil dans le ciel. On a ensuite évolué vers l'utilisation d'horloges, mais elle dépendait toujours de la position du soleil dans une ville ou un village particulier. Cela signifie que l'heure pouvait différer légèrement entre deux communautés voisines. Et ce n'était pas si grave jusqu'à l'invention des trains. Comme on a commencé à voyager plus vite et sur de plus longues distances, il fallait trouver un moyen de savoir quand un train partirait et atteindrait une certaine destination, ce qui aurait été utile à tous les voyageurs dans divers endroits. Nous sommes en train de voyager à 1000 années-lumière de notre planète, vers un système inconnu. Ici, il y a 2 étoiles brillantes en orbite l'une près de l'autre. Mais il y a aussi une chose petite, mais vraiment énorme également, un trou noir. Ces objets sont mystérieux et dangereux. Ils sont capables d'avaler notre monde entier en 1 seconde sans même s'en apercevoir. Pire encore, ils peuvent détruire une énorme étoile comme notre Soleil. Et ce sont ces géants qui se trouvent généralement au centre des galaxies. Elles sont si lourdes que leur gravité retient autour d'elles d'innombrables étoiles, planètes et poussières d'étoiles. Elles peuvent peser des millions, voire des milliards de fois plus que le Soleil. Et maintenant, tu es de retour au sol sur une rampe de lancement de fusée sur la Terre. La seule chose à laquelle tu penses est de retenir ta respiration et de sauter dans le cœur de cette perle noire. Mais tu n'auras pas à retenir ta respiration car tu seras dans une combinaison spatiale. Et l'oxygène est inclus, gratuitement en plus. De plus, il est peu probable que tu arrives un jour à aller jusqu'au trou noir. Un voyage aussi lointain avec la technologie actuelle prendrait des dizaines de milliers d'années. Tu retournes donc dans ton garage où tu as caché ton hyperfusée qui t'emmènera au trou noir en quelques secondes. Boum! Voilà, tu es à côté de 2 étoiles et d'un trou noir. La première chose que tu remarques est que les trous noirs ne sont pas noirs. Sa force gravitationnelle attire non seulement les objets, mais aussi la lumière elle-même. Cela rend le trou invisible. Tu peux seulement voir un anneau brillant autour de lui que l'on appelle l'horizon des événements. Il est constitué de lumière tordue, de poussière chaude, de plasma et de morceaux d'astéroïdes qui se trouvent aussi piégés à cet endroit. Donc l'horizon des événements est le premier obstacle à surmonter.
Bon, tu enfiles ton réacteur dorsal, tu ouvres la porte de ta fusée et tu sautes vers le trou noir. La force de gravité commence à t'attirer rapidement vers lui. La combinaison spatiale te protège des énormes températures et niveaux de radiation de l'horizon des événements. Les équipements de protection conventionnels ne pourraient guère t'aider. Alors tu remercies ton père d'avoir caché cette combinaison protectrice ultra puissante dans ton garage. Tu commences à avoir l'impression que ton corps s'étire désagréablement. Le problème, c'est que la gravité augmente à chaque fois que l'on se rapproche du centre du trou noir, et c'est beaucoup plus fort à ta tête qu'à tes pieds. Ton corps commence à s'étirer comme des spaghettis. C'est pourquoi on appelle ça la spaghettification. Aucun costume ne peut te protéger de ça, et il n'y a pas un seul vaisseau spatial qui puisse résister à ce genre de contraintes. Bon, cette vidéo a été courte. Ok, alors rembobinons jusqu'au moment avant le saut. Tu réalises que pour atteindre le cœur du trou noir et survivre, tu n'as pas besoin d'un équipement amélioré, mais d'un autre trou noir. Et c'est la taille et le poids de celui-ci qui comptent. Théoriquement, tu peux survivre à la chute dans un trou noir supermassif. Tout dépend de la largeur de l'horizon des événements du trou noir. Quand un trou est petit, à peu près le poids de notre Soleil, l'horizon des événements est lui aussi petit. Et donc son bord est particulièrement proche du centre de cette force gravitationnelle exceptionnelle qui te spaghettifierait rapidement et brutalement. Mais si l'horizon des événements est large, il est plus éloigné du centre de la force gravitationnelle. Alors la différence de pression de la gravité sur ta tête et tes pieds sera inexistante. Donc, si tu as assez d'air dans ta combinaison spatiale, tu peux survivre à un voyage de ce style. Donc, tu dois choisir un trou noir supermassif. Voyons voir. Un au centre de la Voie lactée ? Non, il y a trop de plasma chaud et de débris autour. Tu as besoin d'un trou noir complètement isolé pour un saut comme celui-ci. Quelque part dans l'espace sombre où il n'a pas eu le temps de rassembler les débris des mondes voisins autour de lui. Tu ouvres rapidement ta carte de l'espace et tu trouves un trou noir de cette sorte. Un voyage plus rapide que la lumière et tu es arrivé. Le voilà, un énorme néant obscur. Il n'y a que la lumière déformée des étoiles et galaxies lointaines sur son horizon. Pour tester ta théorie, tu y jettes un mannequin. Il s'approche du trou noir, puis ralentit jusqu'à s'immobiliser. Mais ce n'est qu'une illusion. Le trou noir est si lourd qu'il peut déformer l'espace et le temps. Donc pour l'observateur, le mannequin est figé dans l'horizon des événements, mais en fait, il est depuis longtemps entré dans son cœur. La poupée n'a pas été spaghettisée comme tu l'as été lorsque tu es tombé dans un petit trou noir, alors maintenant, tu sautes en toute confiance après elle. Rappelle-toi que même si tu te sens bien, c'est toujours un voyage sans retour. Une fois dans le champ d'attraction du trou noir, rien ne peut t'échapper à son étreinte. Peu importe la puissance de ta fusée ou la force avec laquelle tu agites tes bras. Tu es maintenant au bord du disque d'accrétion. Chaque seconde ici équivaut à des semaines ou des mois sur Terre. Tu voyages dans le temps. Sur notre planète, il y a peut-être déjà des voitures volantes et des gratte-ciel de plusieurs kilomètres de haut partout. Mais pour toi, cela n'a duré que quelques minutes. Waouh! Toute la lumière des étoiles que tu vois est devenue rouge. Ça aussi, c'est à cause de la gravité. La lumière que nous voyons est constituée d'ondes, mais le trou noir les étire. Les longueurs d'onde courtes comme le bleu deviennent longues et rouges. Super, tu as dépassé l'horizon des événements et tu te diriges maintenant vers le néant total. Tu lèves les yeux et tu vois un mince rayon de lumière. C'est la dernière chose que tu vois en fait. Après ça, il n'y a que du vide noir. Personne ne sait ce qui se passe ensuite. Certaines théories disent que les trous noirs peuvent être des portails vers une autre dimension, ou vers un autre endroit dans l'univers. En sautant dans un trou noir de notre galaxie, tu peux sauter à des centaines de milliers d'années-lumière de chez nous. Dans ce cas, tu vivras ta chute en sens inverse. D'abord, tu verras un petit rayon de lumière qui s'étend, puis la lumière rouge des étoiles redevient bleue, et avant même de t'en rendre compte, tu es de retour sur l'horizon des événements. Et peu après, tu es libéré de l'attraction du trou noir. Mais les scientifiques ne peuvent toujours pas confirmer cette théorie. Bon, c'est trop sinistre, alors pour cette fois, nous te ramènerons sur Terre en compagnie de tes amis. Ils te félicitent pour avoir réussi à survivre au centre d'un trou noir. Maintenant, tu es le cœur de la compagnie, et aucun trou noir ne peut te faire peur. Mais même le plus grand trou noir de l'espace n'est pas aussi effrayant que ce que tu pourrais penser. Ils ne sont pas éternels, mais ont une durée de vie. La radiation dont j'ai parlé prend l'énergie du trou noir. S'il n'a pas de nourriture autour de lui,
le trou commence à se dégonfler comme un ballon. Et finalement, il n'y a plus rien. Une autre crainte concernant les trous noirs est que nous puissions en créer un chez nous. En effet, à l'intérieur du grand collisionneur de Hadron, les scientifiques mènent des expériences avec de petites particules qui entrent en collision à grande vitesse. Il y a d'énormes explosions d'énergie et certains scientifiques pensent que cette énergie est suffisante pour créer un trou noir microscopique. Il va commencer à absorber son environnement et à grandir. D'abord quelques petits objets dans la pièce où il a été créé, puis le laboratoire tout entier. Le trou continue à grandir et consomme désormais notre planète entière. Il change l'équilibre des forces dans notre système solaire et absorbe les planètes une par une. Quand celles-ci sont finies, c'est l'heure du dessert, le Soleil. Les couches supérieures légères de plasma sont étirées en longs spaghettis et tirées vers le trou noir. Puis, couche par couche, notre étoile s'effondre dans le trou noir. Lorsque le Soleil est à moitié absorbé, le trou noir projette un faisceau d'énergie et de lumière vers l'extérieur et continue à consommer le Soleil. En quelques instants, il ne restera plus rien de notre système solaire. C'est ainsi que certaines personnes décrivent la fin du monde. Mais même si nous parvenons à créer un trou noir microscopique, nous serons en sécurité. Il sera trop petit pour absorber de gros objets et il ne se nourrira que de petites particules atomiques. Les trous noirs émettent de l'énergie en même temps qu'ils en consomment, donc notre petit trou noir n'aura pas le temps de grandir. Il perdra plus qu'il ne gagnera en une fraction de seconde, donc ce que tu verras sera un flash momentané, et puis plus rien. Cela dit, la création d'un trou noir stable et contrôlé peut même être utile. Ils émettent d'énormes quantités d'énergie que nous pouvons utiliser. Un trou noir de la masse du mont Everest pourrait alimenter toute l'humanité. Bien sûr, les trous noirs sont toujours dangereux, mais nous pouvons les observer et étudier notre univers, si nous restons assez loin bien sûr. En attendant, tu décides de mettre un cadenas sur ta porte de garage, pour l'instant.